Salut tout le monde, aujourd'hui on est le jour 39. Exceptionnellement, on va faire un live de 1h25 minutes maximum parce que j'ai dû terminer mes travaux sur ma méthode de guitare aujourd'hui impérativement parce que je voulais terminer certains travaux pour avancer rapidement là-dessus. Donc c'est pour ça que je me connecte que maintenant. Et je devrais décoller à 16h50. Donc là, on est parti pour un live d'un peu moins d'1h25. C'est parti, on est sur la partie 13 de la Song 7, jour 39. Et exceptionnellement, je ne fais pas réécouter ce qu'on a fait hier pour gagner du temps sur le stream. Du coup, on va attaquer direct. Ce qui est au programme aujourd'hui, c'est la composition des pistes batterie. Allez, on attaque tout de suite. Petit détail aujourd'hui, je vais pas faire ça dans l'ordre chronologique du morceau. Je vais prendre des sections qui m'inspirent pour gagner du temps, comme ça je vais être sûr de ce que je fais. Et ensuite, pourquoi je fais ça? C'est parce que je vais vous montrer un bouquin qui est génial, que je vous recommande fortement, que je comptais lire, enfin relire parce qu'il y avait vraiment des concepts énormes là-dedans, des concepts avancés de rythme. Et je n'ai pas encore eu le temps de m'y pencher dessus récemment, enfin de m'y repencher. Donc le temps de reprendre un petit peu ma lecture, j'en profite aujourd'hui pour aller vraiment à l'essentiel, faire les zones de batterie, enfin les zones du morceau, les riffs, qui ne nécessiteront pas forcément cette lecture avant d'attaquer. Donc du coup voilà, si vous voulez chercher le bouquin, c'est celui-là. Advanced Rhythmic Concepts for Guitar de John Rivera, qui est monstrueux. Il y a Alex Machacek qui a fait la préface, il me semble. Si je fais pas de conneries. Ouais. Il y a Gustavo Assis Brasil qui a fait qui en parle, notamment. C'est un des pédagogues les plus connus pour tout ce qui est finger picking, hybrid picking plutôt, sur la guitare électrique notamment. Je vous recommande aussi ses travaux. Je vous mets le lien de ça en description de ce bouquin qui est mortel. Il vaut, je sais plus comment il vaut, il a une vingtaine de dollars, je crois, 25 dollars. C'est une mine d'or si vous voulez approfondir le rythme en fait, sur la polyrythmie, la polymétrie, enfin tous les concepts avancés du rythme ils sont abordés là-dedans. Et c'est facile c'est facile à comprendre et c'est monstrueux. Ça peut décupler vos possibilités, ne serait-ce qu'en composition, qu'en improvisation. Et c'est vraiment un must-have à avoir dans sa bibliothèque. Voilà. Allez, je vous file le lien si je vous le retrouve. Hop. Il y a une paire d'ouvrages de batteurs qui sont monstrueux aussi sur le sujet. Mais je vous en reparlerai plus tard. Il faut que je retrouve les références. Alors sur Amazon, il vaut 30 € maintenant. Je l'ai acheté il y a peut-être 6 ans, je crois. Ouais, 2014, ouais, c'est ça. Il est sorti il y a 6 ans, ouais. Avril 2014. Voilà, je vous mets le lien dans le chat. Je vous encourage à aller voir ce que ça vaut, ce que ça donne. Et puis voilà. Allez, on s'y met tout de suite, sans plus attendre. Petit détail, voilà. Ok, on est parti.
Je vais passer un peu en revue le riff et si je sens que je suis inspiré, je bosse dessus. Sinon, je skip vers le suivant. À chaque fois, je vais faire comme ça jusqu'à la fin du morceau. Donc l'intro, je la laisse volontairement parce qu'il va falloir la développer. Ça demande du travail quand même. Là, j'essaie d'aller vite, d'aller au plus efficace aujourd'hui. Histoire d'avoir une live dynamique en plus. Enfin, dynamique. Avec des pistes MIDI, c'est toujours compliqué de faire un live dynamique, mais bon. J'essaie de faire de la pédagogie au moins sur le rythme. En profiter pour faire ça. Ça pourra être pas mal, ouais. Alors, déjà, on peut essayer de calculer déterminer la métrique de cette ligne de guitare. Ça va pas être évident. Donc ça fait 4, on a 3 mesures de 4-4 et une demi-mesure de 4-4. Donc ça fait 12, 14. Sur 14-4, ça fait du 28, 8. Voilà, là on peut séparer le riff en deux à partir d'ici déjà. Soit on peut faire deux groupes rythmiques, deux groupes de métriques là, à partir de cette région ici. Donc avoir deux métriques similaires pour ces deux régions. Ou alors on peut encore complexifier le truc en divisant plusieurs métriques à l'intérieur des deux régions présentes ici. Voilà. Oups. J'annule l'opération de scindage. Du coup, ça nous donne quoi? Ça nous donne quelque chose comme ça. J'ai vraiment du mal à voir parce que j'ai le contre-jour dans les yeux, c'est pas évident. 1, 2, 3. Donc on est sur du 7, 4. Si je dis pas de bêtises. Alors, attendez. 7, 4. Voilà. On peut le raisonner en 7, 4. Alors, si on commence à faire des maths. Attendez, je prends le brouillon. Donc là, on a 2 fois 7, 4. Donc là, je vais le séparer simplement. Je m'attarde que sur un seul de 7, 4. Puisqu'après, on aura 2 fois la même chose. Enfin, on aura la même chose à la suite. Donc, on a ce qu'on appelle un 7, 4. Donc, on a 7 temps. 7 temps par mesure. Alors, ma mesure, du coup, ça va. Un cycle. Ce que j'appelle un cycle, c'est la zone en jaune ici. Qui correspond à ça, la guitare. À ce riff. Voilà. Également ici. Pardon. Ça tombe ici. Également ici. C'est la même chose, c'est un 7-4 ici. Bon, manque de peau pour la démonstration. J'ai pas mon riff n'est pas sur le temps fort. Comment c'est pas sur un temps fort? Commence en l'air, donc le métronome ne va pas trop nous aider pour le coup, mais faites-moi confiance, je vais vous expliquer la suite. Alors, on a un 7-4, ok. Il y a plusieurs façons de diviser le temps. On peut faire plusieurs petits groupes, hein, avec la métrique que l'on souhaite à l'intérieur. On peut imbriquer, c'est comme des Lego si on veut. C'est à la fois des maths et des Lego en fait. Donc le débit du riff, c'est ça.
déjà. Allez, on est en double croche sur le débit du riff. Donc la valeur du dessous de la fraction la valeur de la fraction en dessous, ça va être un 16 qui correspond à la double croche. 4 ça correspond à la noire, 16 à la double, 8 à la croche et 16 à la double croche. Là on a un 7-4 de base sur cette mesure, sur ce cycle pardon, ce premier cycle. Alors je vais séparer ici pour la compréhension. Voilà. Donc le premier cycle, voilà, il correspond à ça, à cette région ici, à ces deux régions, puisqu'on a un gauche-droite ici, gauche et droite. Voilà. Donc à partir de ça, on peut, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, on peut, comment dire, on peut calculer plusieurs métriques à l'intérieur, en fonction de nos affinités rythmiques, de ce que l'on souhaite faire en termes de composition dans le morceau. On sent qu'il y a une récurrence en fait dans le riff. Donc ça fait, le 1 il est là, 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 là. 2, 3, 4. En fait il y a 4 fois quelque chose. 1, 2, 3, 4, ça c'est 7. En fait on a 7 double croches par temps sur cette section. Enfin, le riff, comme il est joué, il donne cette impression-là, parce que j'ai mis des accents volontairement. Vous voyez, ça fait... Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait, dans l'approche que j'ai eue, guitaristiquement parlant, sur ce riff, j'ai 4... je l'ai divisé en 4 temps, en 4 mini-cycles de cette double croche, si vous voulez. Ça fait que j'ai 28 double croches. On avait dit qu'à la base, on avait compté que c'était un 7-4 sur toute la longueur de ce cycle complet. Donc, 7 sur un 7-4, ça veut dire qu'il y a 7... on a 7... en bas, c'est la valeur de note. Ici. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai un peu de décalage. Voilà, 7-4. La valeur du supérieur, c'est le nombre de coups par mesure. Ce que j'appelle un cycle, c'est une mesure en fait, en jaune là, ici, sur l'écran. Donc ici, 7, c'est le nombre de coups par mesure. Et en bas, c'est la valeur des coups. Ça veut dire qu'il y a 4, c'est la noire, j'ai dit tout à l'heure. Donc il y a 7 noirs par mesure. Du coup, si je le convertis en double croche, en croche, pardon, ça ferait du 14-8. Voilà. Donc 14 coups, 14 croches par mesure, ou par cycle. Et du coup, si je divise encore, si je divise encore plus le temps, et que je le fais en double croche comme on le souhaitait, on a du 28-16. Puisqu'une double croche équivaut à 2 croches ou une noire, 4 doubles croches équivalent à 2 croches ou une noire. Donc voilà ce que ça donne en termes de fraction, en termes de métrique. Je sais pas si on voit bien. Voilà, 7-4, ensuite, ou alors 14-8, ou alors 28-16. Sur la façon dont on souhaite l'interpréter en termes de division du temps. En valeur de note. À partir de ça, donc j'ai 3 façons d'aborder notre pattern là, enfin notre métrique. Donc ce que je veux faire là, je vais essayer plusieurs trucs, je vais expérimenter. Donc déjà de base, j'ai dit qu'il y avait, je l'avais la guitare, je l'avais raisonné comme si c'était 4 temps en 7-16.
Donc je vais le noter. 7, 16 x 4. Du coup, en 14-8, ça donnerait... En 14-8, ça serait la moitié, ça serait... Sinon, on pourrait le penser, voilà, c'est ce que je voulais dire. Sinon, pour le penser en 2 fois, donc en le pensant en 2 fois, ça serait du 14-16. Donc, par exemple, si on le pense en 2 fois, ça donnerait un truc comme ça. Donc, la moitié de ça. Donc, si je dis pas de conneries. Voilà. Vous entendez déjà simplement, sans connaître la notion de rythme ou quoi, on entend déjà naturellement que, guitaristiquement parlant, on a 4 fois la récurrence du riff, qui vient 4 fois en fait à l'intérieur de ce petit riff. 2, 3, 4, et là ça revient. Donc soit, comme je l'ai dit, on le divise naturellement en 4 comme c'est suggéré par le riff, ou alors on peut le diviser en 2. 2, faire 2 groupes de 2, ou 4 groupes de 1, voilà. Enfin, après vous voyez le délire, on peut vraiment le diviser comme on le souhaite, en fonction de ce que l'on a en tête, ou ce qui nous a inspiré, notre culture musicale, enfin il y a plein de facteurs qui font qu'on peut le diviser de plusieurs façons. Donc profitons-en. Après, pour le kiff intellectuel, on peut toujours pousser le délire du prog, entre guillemets, à vraiment imbriquer des comment dire, beaucoup de métriques à l'intérieur de ce même riff. Est-ce que c'est vraiment une pertinence? Ben, ça dépend. Après, si vous préférez vous amuser à vraiment pousser le délire de la complexité à 100%, ben, ça peut être intéressant. Sinon, en termes le concept opposé, ça serait la composition et travailler plus au service du morceau, donc plus au feeling. Donc là, ça serait plus à se fier à son intuition. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est faire un peu des deux, c'est-à-dire utiliser la théorie et par définition la technique pour m'aider pour aider mon intuition à aussi, enfin, m'aider mon intuition plutôt pour arriver à un résultat qui soit c'est de la musique progressive, hein, ben, forcément parce que c'est assez complexe. Mais il y a quand même une grosse part d'intuition derrière qui permet vraiment de garder l'aspect naturel et musical. Donc voilà, ça c'est mon approche de la musique. En tout cas, quand je compose pas forcément du prog, mais de manière générale, c'est mon approche pour composer. Voilà. Ma façon de raisonner. Que ce soit pour l'aspect rythmique ou mélodique, hein, ça j'y viendrai plus tard, mais là on se concentre sur le rythme, vu qu'on va gérer les batteries. Donc là, il y a plusieurs façons de faire en fait, il y a plusieurs perspectives aussi, c'est que là, la guitare, voilà, elle a un certain motif rythmique. Comme je vous l'exposais, naturellement, elle fait. On a 4 fois. 4 groupes de 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on a 4 groupes de 7 qui correspondent à tout ça. La région qui est ici, ça on a bien compris. Ça, c'est la vocation naturelle du riff. Quand on l'écoute de prime abord. Après, il y a la subjectivité qui joue. Donc, quelqu'un qui écouterait ce riff, il pourrait me dire ouais, ben en fait, non, moi je le perçois comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, deux cycles de temps de 14-16 en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1. Là, il y a le deuxième. 1, 2. Voilà. Donc, il y a ces deux points de vue. Il y a on peut l'interpréter soit en 4, soit en 4 temps, soit en 4 groupes, ou 2 groupes, ou 4 temps ou 2 temps, comme vous souhaitez le raisonner. Moi, naturellement, j'aurais tendance à penser et à interpréter que qu'il y a 4 groupes de 7 double croche. Voilà, à partir de là, il y a plusieurs perspectives, comme je vous disais. Donc, en fait, soit on peut garder mimer le profil rythmique, c'est-à-dire
la séquence rythmique, ce qu'on entend à la guitare, c'est-à-dire le mimer sur une piste batterie ou une piste basse. Moi, ce que j'aime bien faire justement, c'est avoir un autre rythme sur un autre instrument. Pourquoi pour rajouter pas pour simplement le but de rajouter un rythme en plus, mais pour créer ce qu'on appelle des illusions rythmiques ou de la polyrythmie, c'est-à-dire la polyrythmie, c'est avoir plusieurs rythmes en fait à la fois. Quand on écoute un riff, il y a deux rythmiques pas qui s'opposent, mais comment dire, qui s'imbriquent ensemble, on va dire, et qui créent un nouveau rythme. Et ce qu'on peut appeler dans l'absolu le groove, même si c'est un peu un abus de langage, on y reviendra, mais voilà. Donc il y a plusieurs façons de faire. Je pourrais très bien à la basse avoir un autre pattern rythmique, bon, ce qui est déjà le cas en réalité, hein. Je vais vous la faire écouter, mais c'est pas le même pattern, il me semble. Et à la batterie, je pourrais faire un autre pattern aussi. Le problème, c'est que quand on va écouter la guitare qui a un certain rythme, la basse qui a un autre rythme, et la batterie qui a un autre rythme, si en plus au clavier je fais un autre motif rythmique, on va pas s'en sortir, quoi. Ça va être imbuvable en termes d'écoute et anti-musical. Alors certes, sur le papier ça va fonctionner, ce sera juste théoriquement parlant, mais en pratique ça sera pas appréciable à l'écoute. Sauf pour les gens qui sont vraiment dans ce délire là, qui sont relativement minoritaires. Après voilà, puisque forcément on est sur un style de musique précis, donc forcément ça va être une niche. Donc après voilà, y a la subjectivité qui entre en jeu, les affinités culturelles, artistiques, voilà. Donc là je vous avoue, je sais pas encore sur quoi je vais partir, sachant que de base là on a deux données, donc à savoir on a une donnée ici avec un certain motif rythmique, et là la base que je vais vous faire écouter tout de suite qui a un autre motif rythmique. Donc là ce qu'on peut faire déjà, ça serait d'analyser la basse, ce qu'elle fait par rapport à la guitare, et ensuite on verra ce qu'on fait. Voilà. Là, en fait, si vous voulez, en fait, j'ai fait ça. Dans la réalité des choses, j'ai fait ça. Si je dis pas de bêtises. Non, j'ai pas fait ça. Je vais le mettre en plein écran, ça sera plus clair pour le décomposer. Si, c'est ça. Vous voyez, en fait, c'est deux fois la même chose que j'ai copié-collé auparavant. Donc là, on a le cycle en jaune, il correspond à tout le riff. Voilà. Donc si je le mets sur un temps fort ici, je compte 4, 8, 12, 14. On est pareil, on est sur un cycle, puisque forcément ça va matcher la longueur du riff de guitare en dessous. Donc on est sur du 14. Comment j'avais dit du 7. Je m'en sors plus. Alors. Ouais, c'est ça. 4, 8, 12, 13, 14. 14, 4. Ah oui, en fait. En fait, je me suis planté. Je vous ai dit du 7-4 en fait tout à l'heure. En réalité, le riff à l'entier. Ah oui, c'est parce que j'ai coupé en deux. Donc en fait, là, on est sur du 14-4 si on divise en deux. Non, c'est ça. On est sur du 7-4, mais vous voyez qu'il y a un petit décalage ici. Là, on est censé être... Alors, attendez. Que je dise pas de conneries. Donc un 7-4, ça reviendrait à faire ça. Voilà. Hein, c'est ça. Donc là, on a typiquement, c'est ce que je disais, on a deux cycles en 7-4, de 7-4. Donc je le note.
Donc on a ça. On va s'attarder sur ça. Écoutons-le. Alors, je prends mon petit papier. Là, j'entends deux motifs distincts, en réalité. Un. Et après, on ne sait pas. Donc déjà, on a deux motifs distincts. Voilà, jusqu'ici. Donc là, si on calcule, ça nous fait... On est sur du 3-4. Soit du 6-8, soit du 12-16. Puisque c'est plus fun d'avoir... on peut plus s'amuser avec un nombre... avec une subdivision qui est plus grande. Donc on va le prendre, on va le compter en 16. J'ai envie de le compter en 16 en fait, tout simplement. Donc du coup, je vais dire que c'est... on a deux fois du 12-16. Non, bref. 12-16 fois 2. Donc ça veut dire que ici, on a un 12-16 qui se répète. Et là, à la fin, on a quoi? J'avais dit qu'au début, on était sur un 7-4. D'accord? Donc 7-4, ça fait 14-8 ou 28-16. 28-16. Donc je peux déduire. Hein. Donc j'ai 2 fois 12. 2 fois 12-16. Donc 24. Il reste 4 doubles croches. Donc soit un 4-16. Donc là, on va rester en double croche pour l'instant pour le décomposer. Donc on va dire qu'il y a 2 fois 12-16 et une fois un 4-16. Voilà, ça je le note. Ok, je l'ai noté. Alors, attendez, je vais faire un petit truc. Voilà. Au moins, je peux voir en temps réel ce que j'écris. Vous avez le retour. Voilà. Donc là, notre cycle, il y a deux patterns en 12-16 et un pattern en 4-16. Voilà, le pattern en 4-16 est ici, si je pas de conneries. Alors, là, le premier 12-16, il est là. Le deuxième est ici. D'accord. Et le 4-16, il est là. Le 4-16, il correspond à un 2-8 ou un 4, ou un temps en noir, en fait. Un temps en noir, 2 temps en croche, ou 4 temps en double croche. Voilà, c'est ça, c'est cette zone-là. Ok. Donc voilà, à la guitare, à la basse, pardon, il est résonné de cette façon-là. Lorsque moi je l'entends, du moins. C'est la logique que j'en tire. Je pourrais en tirer une autre logique par la réflexion. Hein. C'était. Là, j'ai fait une décomposition par rapport à mon intuition, en fait. Hein. Ce que j'ai entendu, ce que ma perception a entendu dans le riff. Parce qu'après, je pourrais le décomposer autrement. Hein. Je pourrais très bien le décomposer, je sais pas. Ben, vous prenez 28 et vous faites plusieurs petits groupes. Hein. Vous décomposez 28 en plusieurs petits groupes. C'est comme le compter bon, en fait, hein, le concept des subdivisions. Voilà. Donc, moi, j'ai déduit ça. Donc, on a 2 12-16 et un 4-16 pour l'instant. Voilà. Avec la valeur de double croche en 16. Et au-dessus, on était on a dit, en 4 groupes de 7-4. Donc ça, je vais prendre une feuille séparée. Je vais marquer guitare égale ça, basse égale ça. Ça, c'est plus... je travaille pas comme ça, hein, en général, quand je fais... je pousse le délire, hein, quand je fais de la batterie. Là, c'est plus pour la pédagogie, pour vous expliquer un peu comment fonctionne la polyrythmie, comment on décompose un peu, comment on analyse un riff. Donc, 7-4 x 2, ça c'est la guitare. Non, pardon. 7-4... 7-16 x 4. Là, tout ce que je dis, c'est pour un cycle de 7-4. Un cycle de 7-4 sur notre riff, c'est ça. Tout ça. Si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc à la guitare, ça donnait ça. Ouais. 3, 4.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 2, 4, 6, 7, 3, 2, 6, 7, 6, 7. Voilà. Donc 4 x 7, 16. Donc je marque 4 x 7, 16. Basse. On a dit 2 x 12, 16. Et 1 x 4, 16. Voilà. Là, pour le moment, on en est là. Pour un cycle de... Oula. C'est pas évident avec la mise au point qui est fou l'air. On est sur un cycle de 7-4, j'ai dit. De riff en 7-4. On a 4... on a 4 petits cycles de 7-16 pour la guitare et 2 petits cycles de 12-16 pour la basse, plus un petit cycle de 4-16. Voilà. Là, j'ai décomposé la guitare et la basse par rapport à ma perception, enfin l'intuition que j'ai, enfin la perception que j'ai eue du riff, voilà, pas l'intuition, la perception subjective. Ensuite, on peut créer une piste de batterie par rapport à ça. Comment je vais faire là? Déjà, ça veut dire que là, si vous avez bien suivi, vous voyez que le temps, les temps, ils tombent pas en simultané. Donc, on a 2 rythmes différents entre la basse et la guitare. On est d'accord, hein? Pour la cohérence et la musicalité en général, je vais me baser soit sur le riff de basse, soit sur le riff de guitare pour créer ma piste de batterie. Et en fonction de ça, je vais dériver un tout petit peu en modifiant un peu la piste de batterie une fois que j'aurai posé les fondations avec soit le motif rythmique de l'une, enfin soit la métrique de l'une ou la métrique de l'autre. Voilà comment j'ai procédé. Donc ici, moi je vais plus partir sur me fier basé sur le riff de basse. Je trouve que c'est plus intéressant de partir sur le riff de basse pour aborder la batterie. Donc on va tester ça. Donc voilà, je le positionne ici. Voilà, on est sur Addictive Drums. C'était quoi ce kit là? Alors on va passer sur... Alors j'avais une piste de drum là ou pas? Ouais, j'avais une piste de drum je crois. Ah non. Ah oui, il n'y a plus de drum là. Oui, puisque là on a tout exporté. Donc là je vais changer de plugin. Je vais passer sur GGD. Get Good Drums. Hein, qui est une banque contact développée par Nolly. Adam Nolly Get Good de Periphery. Enfin, anciennement qui faisait la base chez Periphery, qui est maintenant le producteur de Periphery. Et cette compagnie est tenue aussi par Michel Mansour, le guitariste de Periphery, qui font des sons de percus assez monstrueux. Ils sont très très bons. Nolly, c'est vraiment un ingé son hors pair. C'est un des meilleurs de sa génération. On pourrait le comparer à un CLA comparativement à il y a 20 ans. Et voilà, donc allez, c'est parti, on va charger GGD, on va partir sur le Modern and Massive je pense. Ça évitera de charger The Invasion qui est super cool, mais super long à charger. Alors, attendez, je vais essayer de le retrouver déjà, ça serait cool. Non mais forcément j'ai pas ouvert le bon. Donc ça peut pas le faire. Allez, contact 6 qui est là. J'espère que vous aurez pigé un peu ce que je vous expliquais sur le rythme. Hein. Sinon, n'hésitez pas à me reposer des questions si il y a des choses que vous n'ayez pas saisies.
De toute façon, je ferai des capsules vidéo sur le sujet et sur beaucoup d'autres thématiques sur ma future chaîne YouTube, My Musicom TV, où vous trouverez du contenu pédagogique sur la MAO, comme je l'ai dit hier, en général, sur plein de thématiques de la MAO, sur la production musicale, donc tout ce qui est... Je vais aborder toutes les étapes de la prise de son au mastering pour la production en fait. Il y aura beaucoup de tutos sur le mixage, je ferai de la pédagogie là-dessus, sur l'équalisation, sur la compression, sur plein de petites techniques annexes aussi. Voilà, je ferai plein de vidéos là-dessus. Contenu francophone pour commencer, après je les traduirai. Puis voilà, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de contenu en anglais, mais en français il n'y a pas grand-chose. En francophone, ici il y a la machine à mixer, un Québécois qui est super, qui fait des tutos vraiment cool là-dessus sur le sujet. Je vous invite à aller voir ce qu'il fait sur YouTube, la machine à mixer. Sinon, il y a un ancien collègue avec qui j'avais fait ma formation à Logic Pro 10 à Paris, qui s'appelle Blake Smith. C'est un artiste qui a une chaîne YouTube. Sa chaîne YouTube, c'est Blabla to Music, je crois. Je vais vous mettre le lien dans la description. Si vous cherchez des conseils, il a fait beaucoup de tutos super en français du coup. Je vous mets le lien de sa chaîne. Je te passe un petit bonjour au passage, Émeric, pardon. D'ailleurs, c'est lui qui m'a vendu le clavier que vous voyez là, qui est plutôt cool. Merci à toi. Hop. Du coup, j'ai fait un petit peu de pub, c'est cool. Voilà, ça c'est sa chaîne YouTube. Il y a énormément de contenu très pertinent pour vous conseiller si vous avez besoin de conseils dans la MAO et dans la production, quoi. Voilà. Pour créer votre home studio, l'améliorer, enfin il y a beaucoup de contenu. Donc je vous laisse aller voir sa chaîne. Après je vous tiendrai au courant de la mienne, hein. Ça va prendre un petit peu de temps là. Je suis vraiment dans un process de composition. J'essaie de créer un album le plus vite possible sur Twitch, comme je vous l'ai déjà dit. Donc une fois que j'aurai terminé ça, là je vais lancer le process pour créer la chaîne YouTube. Après je suis déjà en train d'écrire des sujets. J'ai beaucoup de documentation sur laquelle je m'appuie. Donc ça va être très très sympa. J'essaierai de faire des streams aussi de temps en temps par rapport à ça, pour faire des FAQ, histoire de vous répondre aussi en live si vous avez des questions. Ça peut être cool. Au moins une fois par semaine, ça peut être sympa. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. Là, on va s'occuper de la drum. Donc je disais, on va essayer de calquer un peu la métrique de la partie basse ici, à savoir 2 x 12-16 et 1 x 4-16. Pardon. Donc là, on va isoler la basse et la batterie. Vous avez entendu, je l'ai pas fait à voix haute, mais bon, il y avait les deux mesures de 12-16, les deux temps de 12-16, les deux mesures de 12-16, ouais, et une mesure de 4-16. Je me le mets là. Et donc, c'est de paramétrer le clavier. Quand je commence un riff batterie, la base c'est grosse caisse et caisse classe. C'est les deux éléments qui vont me permettre de créer les fondations ou l'ossature du riff de batterie. Donc là, soit je fais les deux en même temps parce que j'ai une idée un peu de ce que je voudrais faire de grosse caisse claire en termes de grosse caisse claire dans ma tête. Comme ça par exemple, ou sinon j'isole les deux et je les fais un par un. Là, je me contente juste de refaire les coups de basse en fait.
pourrais faire ça. Après, est-ce que je vais vraiment faire ça? Ou alors je peux faire un mélange des deux, c'est-à-dire que je m'inspire de la métrique de la piste de guitare et de la métrique de la piste de basse. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut essayer de faire ça. 1, 2. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc là, je me suis inspiré de la ligne de guitare pour l'instant. Oups. Ouais. Donc on a dit notre riff en 7-8. En 7-4, pardon. Ça correspond à ça. Ça tombe ici. Si je dis pas de bêtises. On est bon, c'est ça. Je vais quantiser tout ça. Alors je vais faire partir le riff d'ici parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Là, la quantisation. Je vais quantiser ici. Quand je clique ici, ça va quantiser à la valeur de note qui est affichée ici. Là, en 32, c'est la triple croche. C'est pas ça. Là, j'étais sur une valeur en double croche. Boum. Donc là, j'ai quantisé en double croche. Bon, le problème, c'est que ça doit pas être là. Ça va être là. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc ici, on a notre kick qui vient 4 fois. 4 fois 7, 16. Ce qu'on avait sur la riff de guitare à la base. Hein. Donc notre kick, il est en 7, 16. 4 fois. Je vais essayer, voilà, de façon empirique. Hein. Là, je vais placer ma caisse claire en me calquant sur la métrique de la basse. À savoir deux mesures de 12-16 et une mesure de 4-16. Donc je vais compter 12 double croches. Je teste juste, hein, comme je vous ai dit, c'est empirique là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12, ça veut dire que le 1 il vient ici. Donc là j'ai une caisse claire qui vient ici. Et je vais faire pareil là-bas. Donc 1, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Je vous rassure, je fais jamais comme ça. C'est pour la pédagogie, là, pour expérimenter. Donc là, on a les deux coups en 12. 1, 2, 3, 4. Et là, on va dire qu'on va mettre la caisse carte soit ici ou soit là. Je vais tester. Voilà. Là, on peut écouter déjà. Là, on voit typiquement que ça fonctionne pas. Enfin, ça pourrait fonctionner. Hein. Je pourrais faire un pattern super lent en mettant plus d'accent, enfin plus de notes, débit de notes plus conséquent au charlet par exemple. Je pourrais le faire, je peux le faire tout de suite. Hein. Je vais faire la décomposition en double croche au charlet par exemple. Juste pour l'exercice. Allez. Je me suis planté. J'ai du mal parce qu'en plus le kick il est en l'air donc c'est vraiment chaud pour le coup. Oups. Bon, je l'ai fait approximatif, hein, mais vous allez comprendre l'idée. Ça pourrait fonctionner, mais bon, c'est beaucoup trop lent. Et ça fait trop bizarre, en fait. Ça fait pas du tout naturel. Et donc, du coup, ce que je peux faire là, toujours dans un process empirique hein, et académique, j'ai deux fois du 12-16 et une fois du 4-16. Donc, je peux prendre mes deux mesures de 12-16, j'en prends une. Au lieu de m'arrêter sur des valeurs de 12, je les divise par 2.
et ça me donne 6. Donc si tous les 6 coups je mets une caisse claire par exemple, ça peut être sympa. Sachant que mon kick, comme je l'ai dit, il est tous les 7 coups. Donc il y a une polyrythmie qui va s'opérer juste au niveau de la batterie. Donc du coup ça risque de complexifier encore le truc, mais pour l'exercice on va voir ce que ça donne. Alors du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, le coup il est là, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 1, et là il nous reste 4 coups, le fameux 4, 16, la fameuse mesure de 4, 16. Pourquoi je suis décalé là, c'est bizarre, je suis planté quoi. Ça va stopper ici, ah ouais, effectivement ça va couper ici, et ça démarre ici. 1, 2, 3, 4. Voilà, les 4 ils sont là. Et du coup, vu que le premier temps il est occupé par la caisse claire ici, bon, on va tester, voir déjà ce que ça donne comme ça. Je vais mettre sur la bonne note. Déjà, on arrive à comprendre qu'il y a une sorte de pattern. C'est beaucoup mieux déjà. Même si ça reste complexe, hein, on va pas se mentir. Et là, je vais écouter, et là, je vais utiliser mon intuition pour, et non ma perception, pour mettre une note par ici, par exemple, pour relancer le riff. Voir ce que ça donne comme ça. Ça fonctionne pas en fait. Oups. Là, c'est ça. C'est bizarre, ça tombe pas très. C'est pas en place en fait. Ah oui, c'est normal, j'avais mal fait ma boucle, excusez-moi. Ça peut fonctionner, sinon je peux faire, voilà, faire ça. Ok. Donc là, on a notre base fondatrice qui est faite, hein, à savoir la grosse caisse et la caisse claire. Donc avec deux patterns distincts. Le premier qui est la grosse caisse, le pattern de la grosse caisse qui est calqué sur le riff de guitare, et le pattern de basse de caisse claire qui est calqué sur le riff de basse. Voilà. Et maintenant, on peut faire une décomposition. On va utiliser le charlet ou une ride ou une cymbale pour décomposer la pulse en fait. La pulse que nous donne le métronome en fait. Voilà. Et le fait de décomposer, ça va donner du sens en fait à ce qu'on a fait en dessous. Vous allez voir, ça va tout de suite mettre en relief, en perspective ce qu'on a fait. Alors du coup, je vais pas le jouer au clavier, je vais le faire ici. Ce sera plus simple pour le côté pédagogique. Moi, j'aimerais bien trouver la note. Ah ben, elle est où? Ah, elle est là. Après, je peux jouer avec les accents aussi, hein, au charlet. Ça serait même fortement recommandé. Charlet fermé, charlet un petit peu plus ouvert. Fermé, ouvert, enfin semi-ouvert. À voir. Alors du coup, on a dit c'est où? Voilà, on a ces deux notes là, fermé et semi-ouvert. On va faire ça. Donc soit je fais ça et oups. Il y avait un outil
outil avant. Tiens, je sais plus comment on fait, c'est dommage, il faudrait que je révise mes cours. Mais on peut reproduire une note comme ça à l'infini. Oups. Ah, voilà, l'outil pinceau. Donc c'est ici. Enfin, cliquez sur outil pinceau. Pour avoir accès à la deuxième fonction, deuxième curseur. Donc c'est simple, ici c'est le clic gauche, c'est le clic par défaut. Enfin, le clic de base. Et pour switcher sur celui-là, vous faites commande, vous maintenez commande. Et là, boum, terminé. Vous voyez le temps considérable que ça peut vous faire économiser. Du coup, on a dit... voilà, je vais faire ça. Oups. Oups. Normalement, on peut faire la même chose avec les patterns, mais je me souviens plus. C'est-à-dire qu'on peut dupliquer le pattern direct comme ça avec le pinceau. Malheureusement, je sais plus. Sinon, je peux faire ça. Oups. Voilà, faut pas se tromper. Et merde. Voilà. Après, je peux aussi jouer sur la vélocité pour les accents. Donc ça, c'est les temps forts, on va dire. Ça c'est les temps faibles, donc je vais les baisser un peu. Ah, bah c'est j'ai baissé en fait. Parfait. Oula. Alors déjà, je vous fais écouter que la drum. Dessus, tu voyais, ça a mis en relief notre riff, hein, de batterie. On peut même le faire un peu plus ouvert. Ah, c'est too much. C'est trop. C'est bizarre qu'il n'y ait pas tout le... Il n'y a qu'une touche pour le Charlie Hoover? Non, pas normal. Écoute, on va rester là-dessus pour l'instant. Vous voyez, ça fonctionne. Hein. Après, on pourra enlever un coup sur deux. Comment je pourrais faire? Ouais. Ici, pareil. Je dis pas de bêtises. Oups. C'est pas vrai. Là, je divise la valeur de note par 2. J'étais sur de la double croche. Là, on va être sur du on va être sur du On teste. Juste pour voir ce que ça donne en fait. À chaque fois. On est curieux, on essaie. Voilà. Ça dégage. Ça vient ici. Le pattern, après, il cycle. Voilà, c'est plus dans l'esprit que dont je le visualisais en fait. Et là, ça groove plus. C'est moins mécanique. Le fait d'avoir moins de décomposition, du coup, ça met plus en perspective les décalages rythmiques en fait. À la batterie. Vous voyez, là on crée de la polyrythmie quand même, hein. C'est assez poussé.
Et pourtant, il y a rien de compliqué, hein. Je viens de vous l'expliquer ici, il y a rien de malade, hein. Y a rien de ouf. Du coup, bah écoutez, on peut rester là-dessus, hein. Je veux dire, là on fait un process très basique. Après, on pourra se permettre dans une autre session de pousser le délire en fait en termes de réalisme par contre, au niveau de la batterie. Donc là, on a vu avec le concept des accents, tout ça. On pourra voir, peut-être rajouter des petits détails, peut-être une crash par-ci par-là en fonction de la section. Mais globalement, là, il y a l'essence du truc, donc du riff. Donc avec le tout, avec Jacques la basse. Vous voyez, ça groove quand même, hein. C'est pas du n'importe quoi. Il y a une cohérence. Ça reste très musical. Après, on peut ne pas aimer, hein, si on n'est pas fan de prog forcément, mais moi j'adore ça. Là, on est plus dans le jazz rock, hein, c'est ça. C'est jazz rock progressif, quoi. Enfin, plus métal progressif, du coup, vu qu'on intègre la guitare désaccordée. Ça vient de dropper. Ouais, ça fonctionne. Je peux garder ce pattern pour l'instant et après je peux faire. Moi, ce que j'aime bien faire quand je travaille de façon empirique, comme ça, des fois, quand je compose, c'est faire une première version de ce riff de batterie par exemple et après faire une version alternative. C'est-à-dire, soit je repense tout en partant de zéro au niveau du riff. Donc je le repense vraiment sans me baser là-dessus, sans me baser sur la grosse caisse et la caisse car comme ça. Ou alors je modifie juste un élément. Je peux changer le débit du charlet par exemple, comme je l'ai fait tout à l'heure. Je peux mettre un débit en double croche après, hein, comme je l'ai fait précédemment. Comme ça me fait une première version et une variante après. Ça peut être intéressant si je veux une variante plus tard au lieu de répéter le même cycle, hein. Ça dépend. Histoire d'avoir un morceau qui soit dynamique, riche et en fait qui... Dans le prog, en fait, dans l'absolu, après chacun pousse le délire comme il veut. C'est que chaque mesure, enfin pas chaque mesure, mais que le morceau ne se ressemble pas, qu'on n'ait pas vraiment, je veux dire, des sections qui sont couplet refrain, et qu'à l'intérieur de chaque couplet, ce soit vraiment pareil, du 4/4 du début à la fin, en termes de métrique, euh, les mêmes accords, ou le même voicing d'encore. Donc voilà, après, ça peut être une solution. Même si vous faites pas du prog, ça pourrait être intéressant de faire de créer une région alternative d'un riff, hein. Juste pour auditionner et comparer avec ce que vous avez déjà. Après, vous faites les points, vous dites ah ouais, en fait, ça c'est complètement naze, je vais pas du tout le garder. Je vais plutôt garder la première version ou à l'inverse, garder une version qui est plus récente que vous venez de faire par exemple, qui vous plaît beaucoup plus. Voilà. Donc, dans le process de compo, c'est super intéressant de travailler comme ça. Ça peut être long, mais c'est super gratifiant parce qu'après, on arrive vraiment à faire ce qu'on veut de façon. On arrive à être très. Comment dire, à vraiment savoir ce qu'on veut. Donc, du coup, ça peut même donner un coup de pouce quand nous aider quand on est un peu perdu, quand on n'est pas trop inspiré, justement. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir une petite influence dans la tête. Je sais pas, moi, des fois, en fait, quand je vous ai lancé la série de vidéos qu'on peut en live, tous les jours, bon, pas systématiquement, mais j'avais. Je sais pas, j'avais une petite vibe en tête. Là, en l'occurrence, pour ce morceau, enfin, pour cette série ce morceau qui est en plusieurs parties, en 5 parties. Pour la première partie, du moins, moi, j'avais dans la tête, j'avais comme idée, en fait, comme vision. Enfin, comme vision. Vision auditive, hein, on va dire, c'est une aberration, mais je me comprends en disant ça. Je voulais partir sur une vibe un peu à la Linkin Park, POD, enfin tout ce qui était le néo metal de l'époque. Voilà, j'étais un peu là-dessus. Je me suis dit, pour changer, ça serait bien de partir sur cette vibe-là. Ça se fait plus trop. Et voilà, j'avais certains albums, certains morceaux en tête. Et je me suis dit, tiens, voilà, en partant de ça, il y a ces sonorités-là. Je savais qu'il y avait les accords à 9 qui sont typiques de ce style-là. Les accords à 9 c'est ça, c'est un empilement de deux accords de quinte en fait. Et voilà, là, et ça donne ça.
Voilà, ça c'est typique du néo-metal, hein, ce genre d'accord. Et donc voilà, je savais que je voulais un peu partir dans ce délire-là. Et donc j'avais une trame de fond et puis au fur et à mesure, voilà, j'essaie de composer dans cette zone-là, en fait, dans cette trame-là, du moins en termes de progression d'accords. Et une fois que j'avais un semblant de progression d'accords ou quelques riffs, là j'ai pu me permettre de rajouter ma touche prog, où là j'aborde vraiment avec ma façon de composer à moi euh, bah, le morceau. Et du coup, c'est ça qui donne cette sauce-là, qui est très personnelle, où là on peut pas dire bah, c'est ni du Linkin Park, c'est ni du POD, c'est ni du Dream Theater, c'est ni du Meshuggah, c'est du dose entre guillemets, sans être prétentieux hein, ou présomptueux, c'est juste pour vous faire comprendre qu'en fait, voilà, on peut partir d'une idée on peut avoir des influences et en rajoutant sa touche personnelle et en faisant preuve de bon sens et de méthodologie dans sa composition, on peut arriver à quelque chose qui est tout à fait original et c'est pas du tout de la triche de partir de quelque chose qui existe déjà. Hein. Il y a le guitariste Paul Gilbert qui avait fait une vidéo justement là-dessus. Je sais plus, il partait de. Lui faisait ça avec le côté rythmique. Il prenait par exemple, il prenait des riffs, des patterns rythmiques de riffs connus. Par exemple, il prenait le pattern de, je sais plus, de Backing Black d'ACDC, je crois. Donc il prenait le pattern rythmique qui faisait. Tadala, palala, palala, palala. Juste le pattern rythmique de la guitare, quoi. Palala, 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 un truc comme ça. Et en partant de ça, en fait, il prenait une autre série de notes hein, que lui, il essayé de trouver une mélodie avec ce motif rythmique-là. Pardon, j'ai une nez qui me gratte énormément, c'est insupportable. Je sais pas pourquoi. Et donc, voilà, du coup, ça lui permettait de créer des riffs ou des mélodies, ou même dans son impro, de créer des choses originales. En rappelant un peu l'influence du riff d'origine, du rythme du riff d'origine. Même on peut prendre un pattern rythmique qui existe déjà et le modifier un peu à sa convenance et puis du coup on crée quelque chose d'original encore. Il y a plein de façons de faire. Et moi j'aime beaucoup écouter de la musique constamment. Moi, je le fais plus trop maintenant parce que je sors pas trop en ce moment. Mais quand je sors j'ai toujours les écouteurs, que je sois à pied, en vélo ou dans les transports. Et c'est vital pour moi parce qu'en fait, quand j'écoute de la musique, je me dis, ah tiens, j'aurais fait ça autrement en fait. Ce riff-là, je l'aurais perçu autrement. Et si je prenais le temps de noter sur un papier, sur le téléphone en fait, les riffs qui m'ont plu. D'ailleurs, je vous avoue, je l'ai fait pour je sais plus quel morceau. Il y avait une progression d'accords d'un groupe là, un groupe de prog que j'avais écouté il y a 2-3 semaines. Et j'étais allé faire les courses avec ce son et ça m'est resté bloqué. Je me suis dit, putain, c'est pas mal. Mais moi, j'aurais aimé fait cet accord, le troisième ou quatrième accord, je l'aurais fait différemment. Et du coup, j'ai essayé de transcrire ça dans ma compo. Donc, j'ai pris la progression de base, j'ai essayé de la retrouver au clavier, tout ça. J'ai changé juste une note, enfin, un accord de la progression avec ma touche à moi. Et en fait, ça donne pas du tout le même truc, le même riff, même progression que le groupe d'origine. C'est mon truc à moi. Pourtant, je suis parti de quelque chose qui existait déjà. Et c'est pas du tout du plagiat du coup. Après, ça s'appelle. C'est une méthodologie de composition, il me semble, qu'ils appellent l'Inspiration Corner. C'est-à-dire que, après ça vaut ce que ça vaut, il y a beaucoup de détracteurs aussi qui vont vous dire c'est du plagiat. Moi je le trouve pas personnellement. C'est une façon de faire qui fonctionne. Hein. Vous prenez. Par exemple, c'est Dream Theater qui avait ce groupe-là, ils avaient, pendant la moitié de leur carrière, ils ont fonctionné comme ça. C'est-à-dire qu'ils arrivaient en studio, chacun avec une pile de CD. Je sais pas, je vais dire une connerie, ils avaient 10 CD du moment qu'ils aimaient bien. Ils prenaient chacun chaque musicien prenait sa pile de CD, il la ramenait au studio. Ils se les écoutaient tous et en fonction de ça, ils prenaient les idées et ils s'influençaient chacun entre eux. Et en fonction des idées, ils se disaient ah bah tiens, là ce riff je l'aurais fait autrement, là, essayons de faire ça. Ce pattern rythmique je l'aurais fait autrement, essayons de faire ça. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à composer de façon méthodologique. Voilà. Après ils ont un background académique aussi, c'est peut-être pour ça qu'ils fonctionnent comme ça. Moi aussi quelque part, mais bon j'ai le côté autodidacte aussi qui
qui revient au galop et qui du coup me pousse vers mon intuition. Donc j'essaie un peu de naviguer entre la méthodologie et l'intuition. Et pour de la composition, ça me semble essentiel de faire le bridge, enfin le pont entre les deux. Parce que si on fait, enfin, en fait, tout peut fonctionner tout point de vue peut fonctionner pour la composition, puisque ce qui fait qu'une composition est bonne, c'est la musicalité et puis voilà. Après, ça reste de la subjectivité en fait de l'art, donc la composition, l'appréciation d'une composition, ça reste très subjectif, même si un morceau peut être objectivement apprécié. Le fait d'avoir, comment dire, en fait, on va dire qu'il y a trois façons de composer, selon mon point de vue. On peut composer de façon académique, donc avec de la méthode à 100%, soit à 100% à l'intuition, en faisant comme ça, sans rien connaître à la théorie musicale ou la technique. Et aussi, on peut faire les deux en même temps. Moi, ce que je m'efforce de faire en général, c'est de faire les deux. Ou alors aussi, ce que je peux faire dans mon processus de compo, ça m'arrive souvent, je peux me réveiller en pleine nuit, c'est pas un cliché, ça, enfin, si c'est un peu un cliché, mais ça arrive à beaucoup de musiciens ou d'artistes, c'est de se réveiller en pleine nuit, et de se dire, et c'est même pas de se dire, c'est de se réveiller avec un riff en tête, ou des notes en tête qui tournent comme ça en boucle, et on se dit, putain, mais c'est quoi ce truc? Et du coup, on essaie de le transcrire sur l'instru, ou le noter sur le papier, ou enregistrer la mélodie à la voix sur un dictaphone ou quoi. Et ensuite, on le transcrit dans notre logiciel. Et là, en fait, on a une idée de base, une idée de riff. Et après, on peut peaufiner le truc et partir sur une compo. Donc ça, c'est un peu une illumination, entre guillemets, si vous voulez. On peut aussi, comment dire, je sais pas, on peut s'amuser sur son instrument, j'allais dire griffonner, enfin, si on est artiste, si on est des dessinateurs ou quoi, on peut griffonner des trucs et puis des formes et se dire, ah putain, ben voilà, regardez, là j'ai dessiné quelque chose. Ça serait bien que je garde cette forme là et plus tard je vais essayer de composer à partir de cette forme là. Donc le gars il va regarder, je sais pas, il a dessiné un corps par exemple, et à partir de ce corps là, après il va dessiner une tête et ainsi de suite, il va créer un personnage, un décor, ça va venir tout seul en fait dans son processus de composition. Et c'est pareil pour la musique, je peux prendre ma guitare, gratouiller quelques trucs, et me dire, ah ben tiens, cet accord, qu'est-ce que ça fait si je change cette note là? Ah tiens, j'aime bien la sonorité, c'est cool. Là, je peux créer un accord. Et puis, de fil en aiguille, on peut même créer ce qu'on appelle une signature sonore, c'est-à-dire avoir quelque chose de récurrent, un accord qui est récurrent, une mélodie qui est récurrente, ou une façon de jouer qui est récurrente, qu'on appelle une signature sonore. Et du coup, mettons, je fais un accord de telle façon, on va dire que ça, c'est une signature sonore de moi. Et donc, on peut partir de ça, partir d'une mélodie, on peut tomber sur une mélodie par hasard, et là, commencer à composer à partir de ça. Voilà, en fait, il y a plein de façons de composer, mais pour moi, il y a ces trois façons. Il y a la façon méthodologique, à 100%, la façon intuitive dont je viens de vous parler, en gratouillant sur l'instrument ou en ayant une illumination, entre guillemets, quand on se réveille, avoir un riff en tête, ou mélanger les deux, c'est-à-dire partir d'une idée qui est totalement intuitive à la base et rajouter de la méthodologie pour vraiment faire un truc entièrement personnalisé et en s'aidant de la méthodologie pour dresser un panel de possibilités devant nous et ensuite choisir arbitrairement, subjectivement, ce qui nous plaît pour créer un morceau. Voilà, donc j'espère que ça vous aura un peu éclairé là-dessus, sur le sujet. Je reviendrai plus tard si besoin, et surtout si vous avez des questions sur le sujet. Du coup, j'ai fini mon monologue et je vais reprendre là où on est. Donc là, on a créé le pattern de batterie. Voilà, alors ça c'est une première version, je vais la mettre là en attendant. Comme je vous ai dit, on peut créer une piste alternative, hein. Enfin un riff alternatif, une variante en somme. Donc là... Oups. Donc là ce que je peux faire...
peux bêtement reprendre la batterie, le motif rythmique de la basse. Sinon, je peux faire, je peux résonner, comme je disais tout à l'heure, le riff en 7/4. Enfin, c'est du 7/4, hein, de toute façon. Si on prend tout le cycle. Donc, regardez, là, ça fait 7. Donc, je pourrais le penser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Et là, on aura un riff. Donc, du coup, c'est ce qu'on va faire. Et vous verrez, on aura deux versions distinctes du riff de batterie pour cette section. Donc là, c'est parti. Donc 7/4, ça fait 1, 2. Alors, 1, 2, 3. Alors, c'est quoi? Déjà, je vais choper la plus. 3, 4, 5. Alors, pour ce faire, je vais me mettre ailleurs. On est en tempo 84. Vous savez quoi? Je vais mettre là. Je vais pas mettre de batterie. Je vais pas mettre de basse, pas de guitare. C'est pour avoir le clic en place. Pour enregistrer. Voilà, donc ça, tu t'es. Voilà. Et là, vous allez tout de suite comprendre où je vais en venir. Si je fais ça. Vous voyez? Un simple pump check. Grosse caisse claire. Comme je vous ai dit, on commence toujours par la grosse caisse et la caisse claire. Enfin, je commence du moins pour la grosse caisse et la caisse claire pour avoir mes fondations. Et ensuite, je rajoute les cymbales par-dessus pour décomposer mon riff. 2, 3, 4. Voilà. Donc là, j'ai ça. J'ai un pattern très basique, très simple, très bête et méchant en 7/4. Alors, attendez. Pourquoi ça me donne pas le hit au début de la... Voilà. Donc là, s'il n'y a pas plus simple, hein. On va faire ça. C'est-à-dire là en double croche, je peux le penser, le charlet, ou comme tout à l'heure, je peux le faire. Ou même, je pourrais être encore plus vicieux, c'est-à-dire jouer en ternaire. Je peux alterner, hein, je peux faire du binaire et du ternaire. Ça aussi, c'est des concepts qui sont abordés là-dedans, en détail et de manière avancée. Il y a le concept de polyrythmie, polymétrie. Il y a la façon de voir le rythme, la façon binaire, la façon ternaire. Donc je vous laisserai vous renseigner sur internet, me poser des questions sur ça. Il y a de quoi faire honnêtement. Il y a énormément de quoi faire avec ces concepts-là. Attendez, je vais mute la piste parce que ça va vous péter les oreilles à chaque fois que je mets. J'ai rectifié une région MIDI. C'est ouf, je l'ai quantisé et ça m'a pas mis là comme il faut. Alors. Voilà, là je suis dans la noire au niveau de la décomposition au clavier, au charlet, pardon. Croche. Double croche. Un tanner. Moi, je pense que je vais rester sur le même débit que sur le riff de tout à l'heure pour la cohérence. Comme ça, je pourrais utiliser les deux et alterner entre les deux si éventuellement je le souhaite. Les deux riffs de batterie, hein, bien entendu. Donc là, je vais rester en débit de croche.
Allez, c'est parti. 2, 3, 4. Voilà. Là, on a notre pattern. Je quantise pour être bon. Je vérifie qu'il n'y ait pas de note en dessous en double. C'est bon. Voilà, pour l'instant je reste basique comme ça, je mets pas de crash pour mettre des accents, parce que je sais pas encore comment je vais l'articuler par rapport au riff. Je pourrais mettre une crash au début, hein. Mais non. Pour l'instant je mets pas. Je reste très basique. Enfin très basique. En termes de fioriture. Là, on va mettre ça là. Alors déjà, je vais vous le comparer en solo. En solo, les deux versions. Donc là, on a on a deux riffs qui sont du 7/4 hein, sur une mesure, enfin sur deux riffs pour une mesure en 7/4. On a un riff qui est simple, qui est très basique, comme je vous l'ai montré, qui est quand même en 7/4, donc qui respecte la métrique du 7/4. Et celui-là qui est un peu plus complexifié, qui inclut de la polyrythmie entre les éléments de la batterie. Donc après, à vous de juger ce qui est le plus pertinent par rapport à votre inspiration, à votre culture musicale, et voilà. Je vous mets les deux à la suite hein, pour vous faire une idée. J'enlève le clic. Basique là, version 1 et la version 2. Par contre, pour le... Je crois que j'ai modifié les notes de synthé. Donc là, on a quoi? On a un Si 1 et là, celle-là 1. Je vais faire pareil ici, parce que du coup, on sent que c'est moins fort. Des accents, ça me plaît pas. Ouais, donc là, on va tout décaler de un ton pour être cohérent avec le riff précédent. Voilà. Là, on compare les deux. Ouais, là ça fonctionne. Alors après, il y a plusieurs façons aussi de déterminer... c'est du bon sens aussi. Plusieurs façons de déterminer la façon dans laquelle on va poser plus un riff simple qu'un riff complexe ou l'inverse sur une section. En l'occurrence, ça va être le riff de l'autre instrument, la guitare ou la basse, qui va nous déterminer ça. Par exemple, si je suis sur ce qu'on a ou la section en question, hein, si je suis sur un couplet ou sur un refrain, si j'étais sur un refrain où il faut vraiment que ce soit vraiment en avant, bête et méchant, si je suis sur un gros riff métal par exemple à la gratte, la logique voudrait que je mette un riff de batterie qui soit bête et méchant aussi pour vraiment avoir le truc in your face, que ça rentre dedans et peut-être garder le pattern plus complexe que pour les couplets ou pour des variantes. Si on fait deux cycles de refrain par exemple, si on fait un deuxième ou un troisième refrain dans le morceau. Voilà, après c'est des façons de raisonner, mais il n'y a pas de règle. Après, il n'y a pas vraiment de règle. Le morceau vous appartient et c'est votre subjectivité encore une fois qui va déterminer, qui va trancher in fine. Voilà. Donc on va tester. Donc là il y a les deux à la suite, on va voir ce que ça donne. Avec le tout. Si je trouve commande et mute, voilà, c'est bon. Alors est-ce que je suis parti au bon moment? Ouais, ça fonctionne hein. Voilà, donc après à voir. Donc je vais faire deux cycles hein. Enfin de toute façon on a deux cycles avec ce même riff. Donc là je vais mettre le simple d'abord et le complexe après. Donc voilà, on a deux fois ici et deux fois là, avec le premier deux fois ici et le second deux fois ici.
On va les écouter à la suite et là on va additionner, on va prendre un peu de recul sur ce qu'on vient de faire et avoir un avis un peu plus objectif sur la chose. En fait, c'est simple, si vous aimez bien la musique progressive, le jazz et tout ça, si vous connaissez Virgil Donati et Mike Portnoy, là typiquement, ça serait une façon, la façon de raisonner, ça serait, à la Mike Portnoy, ça serait plus la première, qui est plus sur une approche rock, bête et méchante. C'est pas péjoratif, hein, c'est vraiment dans une approche stylistique. Enfin, c'est un raisonnement stylistique, c'est pour ça que je dis ça. Le premier riff est plutôt axé rock à la Mike Portnoy en termes de batterie. Et la deuxième, ce serait plus une approche à Virgil Donati, où là, on a de la polyrythmie à l'intérieur même de l'instrument. Alors que là, on a un pattern basique, hein, un boom jack, sauf qu'il est adapté à la métrique en 7/4. Là, il est adapté à la métrique en 7/4, mais en plus de ça, il y a de la polyrythmie qui est imbriquée entre les éléments, comme je disais. Du coup, voilà, ça peut être un choix artistique en fonction de vos affinités entre les deux, par exemple. Ou sinon, on peut faire autre chose, on peut faire des variantes des mêmes riffs. Je peux varier à l'intérieur de ça ou à l'intérieur de ça. Même ici, là, mon pumchak, là, je peux le décomposer. Hein, parce que là, on est en 7/4. Je peux décomposer en plusieurs petites métriques ici. Et en fait, là, on aurait plus une approche, je dirais, entre à la Marco Miniman, où là, lui plus dans son approche, c'est un peu des deux. Il va piocher un peu. Enfin, je sais pas s'il y a des bâtards qui me regardent ou quoi, ils pourront me corriger, mais moi, c'est en tout cas en tant que guitariste, c'est et d'amateur de batterie, c'est la vision que j'en ai en fait de la chose. C'est que un mec comme Marco Miniman, il aurait tendance à avoir le côté rock comme ça. Alors, plus le côté rock a priori à Mike Portnoy, mais de temps en temps, il rajouterait un peu de la complexité, de la polyrythmie voire de la polymétrie entre les, euh, entre les différents éléments de la batterie. Donc du coup, en gros, lui, on pourrait faire une troisième version qui correspondrait à un Marco Miniman par exemple, où on a un peu de ces deux. C'est-à-dire un peu de ces éléments-là dans la version 1, ou inverse si vous voulez. On peut essayer, hein. Donc on va essayer. Je viens de me rendre compte qu'en fait on a la fin du live. Ah oui merde, putain ça va être chaud ça. Bon mais malheureusement on va devoir se quitter là-dessus. Je suis désolé, je n'ai pas vu mais ça fait déjà 1h25 qu'on stream. C'est dommage, c'était passionnant. Mais c'est pas grave, on va reprendre ça dès demain 14h. Non, peut-être même plus tôt demain parce que j'ai des trucs à faire en fin de journée. Demain 13h30 jusqu'à 16h30 max, 17h à peu près. Voilà, donc là on va réécouter ça, juste les deux patterns, et je vais déconnecter. Alors, je vais faire écouter que la gratte d'abord. Que la basse. Le premier pattern de batterie. Le deuxième. Voilà. Et là, on va tous écouter ensemble avec la version 1 du riff batterie et la version 2 du riff batterie à la suite, pour l'instant. Et demain, on prendra une décision sur ce qu'on fait. Je ferai éventuellement une troisième version comme celle dont je viens de vous parler. Et on prendra une décision sur ce qu'on garde pour quelle section ou quoi, sachant que ce pattern, il est amené à revenir dans le couplet 2, évidemment. Donc du coup,
il y aura de quoi faire avec 3 versions différentes du riff de batterie. Il y aura matière à créer des variantes et avoir un riff dynamique sur le couplet, sur les couplets. Très dynamique. De sorte à ne jamais vraiment avoir la même chose. Et ainsi attirer l'oreille de l'auditeur et l'inciter à réécouter le morceau en fait. C'est une autre technique que de mettre une mélodie ou une progression d'accords dans la tête, ce qui se fait beaucoup en pop, où on a une mélodie ou des paroles ou une rythmique ou même une progression d'accords qui nous reste en tête et qui nous incite à revenir sur le morceau pour le réécouter. Là, c'est plus la méthode un peu de l'écoute critique où on se dit, ah, la première écoute, j'ai pas tout saisi, mais ça m'intéresse beaucoup, je vais essayer de revenir. Ou c'est comme quand on regarde, c'est pareil lorsque vous regardez une série ou un film, à la première lecture premier visionnage du film, vous vous dites, ah ouais, ok, là je l'ai compris comme ça. Vous allez le revoir, et là vous vous dites, ah ouais, non, là je l'ai revu autrement, je vois qu'il y a plusieurs niveaux de lecture en fait. Et c'est pareil pour plein de sujets en fait, enfin pour plein de, que ce soit dans le cinéma, dans la littérature, dans la musique, dans la peinture, dans ce que vous voulez quoi en fait. Voilà pourquoi moi ça me plaît beaucoup de travailler comme ça. Voilà, chacun sa personnalité. Allez, on écoute ça et je déco. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Hein. Je rappelle le bouquin donc je vous ai parlé en début de session. Celui-ci, vous avez le lien dans le chat toujours. Si jamais il n'apparaît plus dans le chat, le lien, vous n'hésitez pas à me le demander en MP ou via la page Facebook MyMusicCom TV qui est ici, que je vais vous donner en lien tout de suite. Vous m'envoyez un message privé sur la page MyMusicCom TV et je vous redonnerai le lien, ou même si vous avez des questions, vous pouvez venir ici et me les poser. Voilà, j'espère que ça vous aura appris des choses, plein de choses, peut-être une autre façon d'aborder, de voir, de concevoir la composition, la musique, et puis voilà quoi. Et on se voit demain 13h30, de 13h30 à 16h30, voire 17h max. Pour la suite, nous serons le jour 40, partie 14. Salut Reisefer, je sais toujours pas prononcer ton pseudo. Mais bon, merci à toi d'être passé. Pour le replay, ça sera sur YouTube. Et merci. Voilà. On se voit demain. Bonne soirée, salut.